Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de la mi-journée en français. Voici les titres. Le président Bassirou Diomaye Faye, invité d'honneur du Kenya à l'occasion de la journée des héros. Nous reviendrons sur le discours du chef de l'État qui a par ailleurs rencontré nos compatriotes établis dans ce pays d'Afrique de l'Est. Il a salué leur contribution au développement de notre pays et les a invités à renforcer les liens avec la diaspora. Vous l'entendrez. 1657 cas prélevés, 258 confirmés et 21 décès enregistrés. C'est le bilan actuel de la fièvre de la vallée du Rift. Selon les autorités sanitaires, le ministre de la Santé, Dr Sambassi, était en conférence de presse pour faire le point sur la situation épidémiologique et la riposte engagée. La lutte sénégalaise va vers la mise en place d'une fédération. Cette décision du ministère des Sports tarde à se matérialiser. Les acteurs évoquent de nombreuses entraves pour l'élection du président de cette fédération. Prévue ce 26 octobre, elle a été repoussée au 6 novembre, mais rien n'est encore définitif. Dans le Trésor des régions, nous irons à Kaolack, Tambacounda et Matam qui a accueilli une rencontre sur l'employabilité des jeunes. À terme, 5000 jeunes femmes et femmes vont être accompagnées par le projet de résilience et de développement communautaire dans la chaîne de valeur agricole. Ouvrons ce journal avec l'agenda du chef de l'État dans sa tournée officielle en Afrique de l'Est. Après le Rwanda, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye était au Kenya ce lundi, invité d'honneur à la journée des héros. Il a salué les grandes figures de l'histoire kenyane et appelé à une solidarité africaine autour de la mémoire collective. Khadim Djourhane, Mamadou Belem et Oumar Nig. L'événement est célébré le 20 octobre de chaque année. Aujourd'hui, plusieurs délégations officielles sont présentes. Mais la participation du président Bassirou Diomaye Faye revêt un cachet particulier parce qu'il est l'invité d'honneur. La fête est pour le peuple kenyan un moment de communion autour du président William Ruto. La présence du chef de l'État est symbolique de l'amitié fraternelle qui unit le Sénégal et le Kenya. I would like first to take this opportunity. Avant tout propos, je voudrais saisir cette tribune qui m'est offerte pour renouveler les condoléances émues du peuple sénégalais au peuple kenyan frère suite au décès de M. Raila Odinga, ancien Premier ministre et grande figure de l'histoire politique de la République du Kenya. Je salue la mémoire de l'illustre disparu et exprime toute ma compassion au président Ruto, à sa famille et au peuple kenyan. Paix à son âme. Je suis présent ici à l'invitation de mon frère, le président William Ruto, en tant qu'hôte d'honneur de cette journée consacrée aux héros kenyans. Je lui exprime ma gratitude pour ce geste qui traduit la qualité excellente des relations entre nos deux pays. Célébrer les héros, c'est un devoir pour les pays africains en raison de l'histoire que nous avons en partage. Cette histoire doit être connue et enseignée. It is vital that we develop synergy. Nos héros méritent tous les honneurs, notre respect et notre admiration. Célébrer les héros kenyans qui se sont battus parfois au péril de leur vie pour l'indépendance du pays est un hommage de grande portée qui inspire respect et fierté. Pour consolider les différentes initiatives mémorielles dans le continent africain, il est fondamental d'œuvrer à une synergie de nos efforts. Nos rues, nos places publiques et nos édifices doivent davantage porter les noms de nos héros pour inscrire leurs sacrifices et faits d'armes dans notre quotidien et notre histoire collective. Nous devons enseigner cette histoire dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de ces épisodes de notre passé. Le président hôte, William Ruto, a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude au président Bassirou Diomaye Faye pour avoir accepté cette invitation d'honneur. Dans son message, il a aussi appelé son peuple à relever avec lui les défis du moment, en s'inspirant des héros qui se sont sacrifiés pour le Kenya. La cérémonie a été marquée par des défilés et autres spectacles culturels. Après ces moments festifs,
Le président William Ruto a offert un banquet en l'honneur du président Bassirou Diomaye Faye et sa délégation. Un moment à la fois solennel et convivial pour célébrer l'amitié sénégalo-kenyane. Par ailleurs, à Nairobi, le chef de l'État s'est entretenu avec les Sénégalais du Kenya. Une rencontre conviviale et studieuse avec des cadres et experts installés sur place. Le président Bassirou Diomaye Faye a salué leur contribution au développement du pays. Synthèse des échanges avec Oumar Nying. De la rencontre que le président de la République a eue avec les compatriotes établis au Kenya, il ressort des contributions de qualité. C'est qu'en effet, les intervenants sont pour l'essentiel des fonctionnaires internationaux en poste à Nairobi. Les sujets abordés touchent des points aussi importants que la paix et la cohésion nationale, la transformation numérique du pays ou encore l'appréciation positive de la vision Sénégal 2050. Les compatriotes se disent prêts à apporter leur expertise sur toutes ces questions, car leur conviction est faite que le développement du Sénégal passe avant tout. Le chef de l'État se réjouit de ces contributions. Il a noté avec beaucoup d'intérêt l'engagement des Sénégalais basés au Kenya pour leur pays. Le président de la République les a rassurés quant à sa volonté de préserver la paix et la stabilité du pays. Le chef de l'État a salué notamment les idées généreuses qui sont émises sur l'effort de redressement en cours actuellement dans notre pays. Il leur rappelle en même temps la tenue prochaine de la journée consacrée à la diaspora. Ce sera une belle occasion de partager ces contributions, car l'idée de base est de voir comment prendre en charge les préoccupations des valeureux compatriotes partout où ils se trouvent dans la diaspora. C'est le même message qui a été adressé aux Sénégalais du Rwanda que le président Bassirou Diomaye Faye a reçu avant d'arriver à Nairobi. Eux aussi ont évoqué les mêmes problèmes récurrents liés aux conditions de vie des Sénégalais de l'extérieur. Le président Bassirou Diomaye Faye les exhorte à préserver l'image du Sénégal à travers leur comportement exemplaire, déjà salué par les pays d'accueil. Revenons chez nous pour évoquer la situation épidémiologique inquiétante concernant la fièvre de la vallée du Rift. Le ministre de la Santé, Dr Sambassi, a fait le point. 1657 cas prélevés, 258 confirmés et 21 décès enregistrés. Il rassure cependant sur la riposte engagée et appelle à la vigilance de tous. Mariam Birama était à la conférence de presse. Depuis le 20 septembre, le Sénégal fait face à une épidémie de fièvre de la vallée du Rift. À ce jour, 6 des 14 régions du pays sont touchées, avec une forte concentration de cas dans le nord du pays. À ce jour, on comptabilise 258 personnes qui ont été atteintes, dont 192 qui sont désormais guéris. Et malheureusement, nous déplorons le décès de 21 personnes. Je m'incline devant leur mémoire et adresse mes sincères condoléances à leur famille ainsi qu'à la nation toute entière. La fièvre de la vallée du Rift, une maladie virale transmise principalement par les moustiques du genre Culex et dans certains cas par contact avec des animaux infectés. À ce jour, aucune transmission interhumaine du virus de la FVR n'a été constatée. Il est important de préciser que nous ne sommes pas en face d'une maladie à transmission interhumaine. Ce n'est pas comme Covid ou une autre maladie qui peut se transmettre de personne en personne. Cette maladie affecte majoritairement les jeunes et les adultes. Et ça veut dire cette tranche d'âge qui a peut-être l'habitude de passer une bonne partie de la journée ou une partie de la nuit dehors. Le vecteur a une activité à partir de 20 heures, mais en dehors des concessions. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique assure que tout est sous contrôle. Le gouvernement a mis en place une riposte multisectorielle, coordonnée à l'échelle nationale et régionale, et a pris des mesures fortes et immédiates
parmi lesquels nous pouvons citer l'activation des comités de gestion des épidémies à tous les niveaux, la prise en charge médicale des malades avec l'hospitalisation des cas graves et le suivi à domicile des cas simples, ce qui a été rendu possible grâce à la dotation en équipement pour l'hôpital régional de Saint-Louis d'une valeur de 139 900 000, dont 104 millions pour l'hôpital de Saint-Louis et 35,8 millions pour Richard Toll. Parmi les mesures de santé publique, nous pouvons aussi noter la vaccination du bétail. Nous avons également la lutte antivectorielle, qui a consisté à localiser les sites qui peuvent abriter ce qu'on appelle les gîtes larvaires et voir dans quelle mesure les détruire. Et nous avons même eu à faire recours à des drones pour ce faire. Pour prévenir la fièvre de la vallée du Rift, les autorités appellent les populations à se protéger contre les moustiques en utilisant des répulsifs, des moustiquaires, éviter les contacts avec les animaux malades ou morts, signaler tout avortement suspect du bétail, mais aussi et surtout éviter d'ingérer du lait cru ou non pasteurisé provenant d'animaux infectés. Le point sur la conférence de presse du docteur Ibrahim Assi, ministre de la Santé, c'était avec Mariam Biramba. À l'inverse de cette situation inquiétante à l'hôpital pour enfants de Diamniadio, de jeunes patients retrouvent le sourire. Grâce à une mission humanitaire, plusieurs d'entre eux ont pu être opérés sans frais. Une belle chaîne de solidarité menée avec l'appui de l'ONG Direct Aid Society. Diary Bassirou Cissé nous emmène au cœur de ces petits miracles. Regardez. Regard concentré, gestes sûrs et précis. Dans cette salle, le silence est rythmé par le bip du moniteur. Chaque mouvement du chirurgien redonne espoir à un enfant. On a eu à opérer 7 malades avec 11 gestes réalisés. C'est pas aussi facile à opérer, mais c'est aussi compliqué. On est des spécialistes à la matière. Ce qui diffère de la prise en charge de la psychiatrie chez les enfants, c'est la tranche d'âge. Tout cela se joue dans la technicité. Mais on a l'habitude de les faire et, alhamdulillah, tout se passe bien. On est parti aujourd'hui pour 11 gestes vers 8h30. On a fini vers 13h, donc c'est pas mal. Un programme humanitaire qui soulage les enfants malades et redonne espoir à leurs parents. Notre ONG fait beaucoup de programmes, surtout dans la santé. Pour chaque ans chirurgie, nous avons une enveloppe de 16 millions francs CFA. L'objectif, c'est vraiment d'aider les familles pauvres qui ont des enfants qui souffrent de maladies et ils ont besoin des opérations et pour les soulager, voilà. Pour les bénéficiaires, ce programme apporte un souffle d'espoir dans un moment difficile. On m'avait demandé un versement que je n'avais pas pu réunir malgré 3 tentatives. On m'avait facturé 200 000 francs, sans compter les frais d'ordonnance. Mais grâce à ce programme, tous les frais ont été pris en charge. Quand on m'a parlé de ce camp, j'étais très heureuse, car je n'avais pas les moyens de financer l'opération de mon enfant. La direction de l'hôpital salue une initiative qui renforce sa mission de soins et de solidarité envers les enfants. On a sélectionné 100 enfants qui souffrent d'hernie et d'appendicite, surtout en cas d'urgence. La prise en charge des urgences dans nos hôpitaux pose un réel problème, surtout en termes de financement et de recouvrement. Donc cette ONG vient en appoint pour soulager l'hôpital en termes de prise en charge, surtout des cas sociaux. Ouvert le 16 octobre, le camp sera clôturé le 30 novembre. Objectif, assurer la prise en charge gratuite de 100 enfants âgés de 0 à 15 ans, souffrant de pathologies telles que l'appendicite ou l'hernie et nécessitant une intervention chirurgicale.
Tout autre chose, faire de la recherche en moteur pour l'action économique, c'est le pari du réseau d'universités africaines réunies à Dakar. Ces experts réfléchissent à relier la science à l'entrepreneuriat pour faire émerger des solutions africaines aux défis du continent. René Léon Fonseca. Produire des innovations locales, former des talents technologiques, développer un écosystème numérique africain et promouvoir une culture entrepreneuriale tournée vers l'avenir. La 4e conférence annuelle du réseau Afretech s'impose comme un rendez-vous majeur. L'idée, c'est de voir ensemble où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous avons fait comme pas, qu'est-ce que nous avons obtenu comme réussite, par exemple, et où se trouvent aujourd'hui les défis et comment faire face à ces défis-là. C'est ce qui fait que nous avons invité tous les membres du réseau. Consacrée à l'innovation technologique et à la coopération universitaire panafricaine, cette rencontre met en exergue la nécessité de relier la recherche scientifique à l'impact entrepreneurial. Le Sénégal occupe une place singulière dans l'histoire et le parcours du continent africain, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'à l'échelle panafricaine. Ainsi, toute initiative visant un impact continental ne saurait ignorer le rôle stratégique du Sénégal. En analysant le potentiel du pays, notre objectif était de trouver un partenaire solide dans le domaine de la production technologique en Afrique. À travers la vision Sénégal 2050, le pays hôte réaffirme son ambition, bâtir une nation résiliente, souveraine et innovante, où le numérique agit comme un levier transversal pour l'accès aux services essentiels. Je tiens à réaffirmer ici l'engagement du gouvernement du Sénégal à soutenir toutes les initiatives qui contribuent à renforcer les capacités de nos universités, à promouvoir l'innovation locale et à faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs et de chercheurs africains. Une vision en parfaite harmonie avec la mission d'Afretech, réseau panafricain d'universités d'ingénierie et de technologie et la fondation Mastercard. Autre rencontre dans la capitale, toujours cette fois-ci entre des parlementaires panafricains et des leaders religieux sur l'éducation des filles et la santé des femmes pour que la foi, la culture et la politique soient au service de l'égalité des genres. Une initiative portée par le Centre international pour l'éducation des femmes et des filles de l'Union africaine. Le compte rendu avec Diana Badia. Le Sénégal accueille des parlementaires panafricains sur l'initiative de l'Union africaine. Objectif, promouvoir les droits des femmes et des filles par l'éducation. Le Sénégal y travaille déjà. L'équité et l'égalité des chances sont au cœur de nos politiques éducatives. Et parmi les actions phares, on peut citer la mise en place d'une journée nationale de l'éducation des filles, notamment le 11 novembre, la lutte contre les violences basées sur le genre au Sénégal dans toutes les sphères et à l'école en particulier, et la promotion du leadership féminin dans le système éducatif. Ces efforts traduisent une conviction forte. L'éducation des filles n'est pas seulement un droit, c'est aussi un levier essentiel de développement durable, de la paix et de la prospérité de nos sociétés. Les parlementaires panafricains en charge du vote des lois ont un rôle déterminant dans la lutte pour faire progresser la santé et les droits des femmes et des filles. Vous avez le pouvoir de faire évoluer les lois, d'assurer le suivi et la redevabilité des engagements pris et de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir à chaque fille africaine une éducation inclusive et de qualité. Les chefs religieux et traditionnels, principaux leaders communautaires, sont sollicités pour l'élimination des pratiques néfastes et promouvoir l'éducation, la santé et le bien-être des femmes et des filles en Afrique. Sport football à quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle saison du championnat de Ligue 1. Le Giraffe de Dakar affûte ses armes. Sous la houlette du nouvel entraîneur Souleymane Diallo, les Médinois espèrent conserver leur titre et inscrire davantage leur nom dans les annales du football sénégalais. Ndiogo Faye, reportage. Dernier réglage avant le grand saut. À quelques jours du début du championnat, le Giraffe affûte ses armes. L'ambition du club est d'assurer la défense de son titre. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de remettre de la confiance dans l'équipe après avoir été éliminé de façon précoce en compétition africaine. Donc il faudra d'abord ramener l'équipe à avoir plus de confiance pour pouvoir commencer ce match-là. Je pense qu'actuellement, c'est la priorité. Démarrer par une préparation ici à Dakar qu'on a terminée à Toubab Diallo. Et après, on a enchaîné sur les 2 matchs
de premier tour éliminatoire pour la Ligue des Champions. Malheureusement, on n'a pas été qualifié. Et là, on continue la préparation pour le championnat. Malgré une élimination précoce en Ligue des Champions africaine, le club de la Médina espère retrouver les sommets. Nous avons toujours les séquelles de cette élimination précoce. C'est normal parce que nous sommes une équipe qui a envie de gagner. Jaraaf, c'est une grande équipe et c'est une équipe qui chaque année doit remporter des trophées. Et pour moi, l'objectif, que ce soit moi ou mes coéquipiers, ça reste le même, c'est de gagner le maximum de trophées possible cette année. Cette nouvelle saison de Ligue 1 s'inscrit sous le signe du renouveau. Le nouveau bureau de la Ligue professionnelle prévoit de doubler la prime du champion. Elle passe de 20 millions à 40 millions. Une décision saluée par le club médinois. Je pense que c'est une bonne chose de passer à 20 millions jusqu'à 40 millions. Ça, c'est une bonne chose. On applaudit et je pense que pour un début, c'est bien. Une motivation de plus même. Et ça pourra faire l'affaire des clubs, vu que maintenant, comme vous le savez, le ministère a eu quelques restrictions par rapport aux clubs qui auront le titre de championnat pour représenter leur pays durant les phases de Ligue des Champions CAF. Je pense que cette prime, ça pourra aider les clubs à bien représenter le Sénégal. À quelques jours du début officiel du championnat, l'objectif est clair. Glaner un 14e titre de champion pour entrer davantage dans l'histoire du football sénégalais. On en vient au dossier de ce 13h consacré à la mise en place de la future fédération de lutte. Cette décision du ministère des Sports tarde à se matérialiser. L'élection du président de la Fédération sénégalaise de lutte, initialement prévue le 26 octobre, a été repoussée au 6 novembre. Mais rien n'est moins sûr, car les étapes préparatoires que sont l'identification des votants et les exigences liées aux candidatures ne sont pas encore réglées. En attendant une date officielle, nous avons recueilli les attentes et les contraintes des acteurs. Sorna Antandiaïa. Nous ne sommes pas contre la fédération de lutte, mais plutôt contre la procédure. Les acteurs de la lutte veulent aller à une fédération. Donc, CNG, c'est vraiment dépassé, c'est caduc, c'est suranné. Parce que la fédération peut nous apporter beaucoup de choses. Une quasi-unanimité sur la question, mais beaucoup de zones d'ombre. La Fédération sénégalaise de lutte est encore à l'étape de mise en place, malgré une volonté manifeste des dirigeants de dépasser la structure d'exception qu'est le CNG. Actuellement, la lutte est bien assainée. On a mis les bases réelles d'aller à une fédération beaucoup plus solide, une fédération qui va nous faire oublier ce qu'on a connu dans le passé, c'est-à-dire les bons impayés. Il faut dire aussi ces bons impayés-là ont été aussi des motifs, des raisons valables pour dissoudre les fédérations, parce que les lutteurs, certains lutteurs compétissaient, mais après ils avaient des difficultés pour entrer dans leur fonds. Pourtant, l'élection semblait imminente avec la publication par le ministère des Sports de la liste officielle des écuries et associations de lutte reconnues. Mais la procédure est ralentie par des réclamations, un coup d'arrêt. Lorsque le fichier est sorti, on a fait quelques réclamations et le ministre nous a bien écoutés, son staff nous a bien écoutés et a suspendu le processus pour vérifier tout cela. Et on est maintenant à l'écoute. Donc ça veut dire que, par exemple, le ministre a beaucoup de considération pour les pratiquants, pour les hommes de la lutte sénégalaise. Alors ils l'ont fait en un temps très court et ils veulent carrément résumer tout ce qui devait se faire, étaler pendant 1 à 2 ou 3 années même, bien préparé, surtout les textes, les statuts et autres. Donc ils ont bâclé les choses. Ils ont mis en place un chronogramme très court, vraiment qui n'est pas en faveur des lutteurs. Il y a 2 ans, 3 ans, ces lutteurs qui disent non, ils ne veulent pas qu'on aille à la fédération. Je ne vais pas citer de nom, ils se reconnaîtront. C'est eux qui disaient on va aller vers la fédération. Madame Khadid Djengay même avait sursauté. Ah bon, vous voulez aller à la fédération? Non, parce que c'est la fédération qui peut régler les problèmes. Qu'est-ce qui explique ce revirement? Ça, c'est la lutte. C'est la lutte. Entre candidatures déclarées et officieuses, les promoteurs sont exigeants sur le profil qui devra prendre les rênes de la lutte. Il y a pas mal de, on va dire, de candidats. Il y a de bons profils comme il y a de mauvais profils.
Maintenant, sur chaque action, on dit « oui, je suis candidat, je suis candidat ». Mais, il y a un mais, il faut éliminer certains profils, choisir, parce qu'on ne va pas quand même donner la présidence de la Fédération de la lutte à n'importe qui. Il faut qu'il soit bien instruit, il faut qu'il soit bien dans sa tête déjà, et il faut qu'il soit bien financièrement pour nous les promoteurs, qu'on soit tranquille, là où on dépose notre argent. L'instauration d'une fédération devrait également mettre sur orbite les autres formes de lutte et diminuer le diktat de la lutte avec frappe, notamment la lutte olympique. Ce qu'on attend de la fédération, c'est pour protéger, on espère qu'il va protéger quand même les promoteurs, les principaux bailleurs. Et on espère aussi de très bonnes nouvelles pour les promoteurs aussi. Oui, bon, vous savez, la fédération, c'est quelque chose de mondial, on va dire. Maintenant, là, les Jeux olympiques vont arriver. Maintenant, si on dit maintenant qu'on est une fédération, ça peut aider sur beaucoup de choses, surtout pour l'organisation, la participation de la lutte. Et on espère recevoir aussi des sponsors qui croient en la lutte. On espère que grâce à cette fédération, ils vont avoir plus confiance en nous. Pour l'heure, plusieurs candidatures sont annoncées d'anciens lutteurs, promoteurs et même d'anciens présidents de CNG. Ce qui ressemble à un statu quo pourrait permettre la mise sur pied d'un calendrier définitif complet. La direction des activités physiques et sportives n'a pas souhaité s'exprimer sur la question avant la relance effective. Place maintenant à l'actualité internationale. Elle est dominée par deux faits historiques majeurs. Une femme à la tête du Japon pour la première fois, c'est historique, et Nicolas Sarkozy, premier ancien président français à séjourner en prison. On voit tout cela avec Alioune Badarakan. Nicolas Sarkozy, soutenu par sa femme Carla Bruni, s'apprête à rejoindre la prison. L'image entre dans la postérité. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un ancien président français passera sa première nuit dans une maison carcérale. Pour ses avocats, la justice humilie la France. Cette incarcération est une honte. Et ce que nous espérons, avec mon confrère Christophe Ingrin, c'est que la Cour d'appel rétablira la justice française dans la dignité qu'elle mérite. Ils en sont tous convaincus. Pour les sarkozystes, leur leader est victime d'un acharnement. J'ai l'impression qu'il s'acharne sur quelqu'un qui mérite beaucoup mieux que ça. Parce qu'il y a de la colère, de l'injustice, on ne comprend pas. Un ancien président, on ne comprend pas. D'abord, c'est pas un justiciable comme les autres. C'est quelqu'un qui détient des secrets d'État. C'est quelqu'un qui a toujours fait son travail, la tête haute, on ne comprend pas. Avant de prendre congé de ses fidèles partisans, Sarkozy publie un dernier message sur son réseau social pour clamer son innocence. Ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme ce matin. C'est un innocent. J'éprouve une peine profonde pour la France qui se trouve humiliée par l'expression d'une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. Ces dénégations n'y changeront rien. Nicolas Sarkozy, ex-président et ex-golden boy de la politique française, est bien derrière les barreaux d'une prison parisienne. Le Japon se choisit une dame comme première ministre. Sanae Takaichi devient la première femme à occuper ce poste. Sa victoire est éclatante. Désormais aux commandes de l'une des premières économies mondiales, elle entend maintenir le rang du pays du soleil levant. J'ai vraiment hâte de travailler ensemble au renforcement de l'économie nippone et de faire du Japon un pays responsable envers les générations futures. Conservatrice, plusieurs fois ministre, sa mission ne sera pas simple. Depuis plusieurs années, la croissance japonaise s'essouffle. Dans un pays dominé par le patriarcat, Sanae Takaichi devra faire preuve d'ingéniosité pour convaincre les plus sceptiques.
J'ai quelques inquiétudes parce que c'est une femme. J'ai l'impression que les hommes sont un peu plus solides en matière de leadership. La nouvelle Premier ministre promet de renégocier les droits de douane avec les États-Unis et de durcir les politiques migratoires. On passe maintenant à la deuxième partie de ce journal consacré à nos régions. Employabilité des jeunes pour démarrer. Le PRDC, projet plutôt de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal, apporte sa contribution. Il va accompagner plus de 5000 jeunes et femmes entre Matam, Saint-Louis, Tambacounda dans la production, l'entretien du matériel agricole et la transformation sur toute la chaîne de valeur. Amadou Diallo pour les détails. Accompagner les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap à être résilients face au changement climatique et à profiter des opportunités économiques. Telle est la démarche du PRDC à travers ce pré-forum. Des secteurs économiques sont déjà ciblés dans l'élevage, la production agricole et la transformation. Nous allons accompagner les jeunes à s'adapter, à être résilients à ces changements, mais profiter davantage de ces changements climatiques pour développer en tout cas des activités. Des jeunes seront formés peut-être dans la production, des jeunes seront formés dans l'ancien peut-être du matériel agricole qu'ils ont mis en place, des jeunes seront formés dans la transformation, etc. Ce sera sur toute la chaîne de valeur. Et ce sera le riz, l'oignon et la tomate. Et d'autres filières qui vont être accompagnées, comme le lait. Autorités administratives, organisations de jeunes, acteurs communautaires et élus locaux ont partagé des idées afin de trouver des solutions sur l'employabilité des jeunes à Matam. Les jeunes ont besoin d'accompagnement, ont besoin de formation pour pouvoir prétendre à un emploi. Et quand un projet comme le PRDC vient en tout cas regrouper tous les acteurs, c'est-à-dire les organisations communautaires de base, les services techniques, les partenaires, les collectivités territoriales, s'asseoir autour d'une table, discuter ensemble pour trouver des voies et moyens pour accompagner déjà les jeunes à se formaliser, pour pouvoir prétendre à des emplois décents. C'est une initiative que nous saluons et que nous sommes disposés à accompagner. Cette rencontre a permis de poser les bases du grand forum sur l'employabilité des jeunes et des femmes prévu au mois de décembre prochain à Matam. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour fixer les jeunes dans la vallée du fleuve Sénégal grâce aux nombreuses potentialités économiques. Et puis à l'initiative de l'interprofession maïs du Sénégal, une tournée dans la région de Tambacounda met en lumière l'essor du maïs comme culture stratégique. À Missira, Darussalam et Darunem, dans la zone de Payar, producteurs, transformateurs et meuniers unissent leurs efforts pour relever le défi de la souveraineté alimentaire. Voici le reportage de Mbarandiaï sur place. Première étape, Missira. Ici, comme les villages de Darussalam et de Darunaim, situés dans la zone de Payar, le maïs s'impose progressivement dans les pratiques agricoles locales. On a 200 hectares dans la zone de la commune de Missira. Si ce n'était pas tardivement, on doit emblaver plus de 400 hectares dans la commune. Si j'estime le nombre de superficies emblavées à maïs, cela doit atteindre les 70 à 100 hectares. Sur ce champ, les limites sont lointaines. Ce matin-là, les producteurs ont accueilli dans leur champ une délégation de l'interprofession maïs venue constater l'état d'avancement de la filière. Il est normal qu'on vienne auprès des producteurs voir leur champ et voir la situation et le comportement des parcelles. Et alhamdoulilah, tout ce qu'on a vu, vraiment, ça nous donne l'espoir. Ça nous donne l'engagement de pouvoir affronter les banquiers, de pouvoir affronter les agro-industriels pour la commercialisation. Après avoir mis en place des intrants, après avoir accompagné les producteurs, il fallait cette tournée pour voir concrètement ce que ces intrants ont pu donner. Et ensuite, nous aider à donner de meilleures orientations pour la suite. Dans cette tournée, on note aussi la présence des transformateurs et meuniers, acteurs clés de la chaîne de commercialisation. Ils ont partagé leurs besoins spécifiques. L'année dernière, nous avons importé 400 000 tonnes de maïs. La production de l'année dernière était de 5 000 tonnes. Ça nous faisait une couverture de 5 jours. Maintenant, la production de cette année, au vu de ce que j'ai constaté sur le terrain, cette production va fortement augmenter par rapport à l'année dernière.
Et on pense qu'il pourrait peut-être aller jusqu'à 20 000 tonnes. Pour que nous soyons un peu satisfaits pour un mois, il faudrait que la production soit de 40 000 tonnes. Nous avons un gap de 400 000 tonnes, le marché des industriels. Maintenant, ce qui reste, c'est essayer d'organiser l'excédent de la production. Il faut que tous les producteurs s'engagent. Là où nous avons passé, ils ont remercié l'État et ils se sont engagés à produire mieux. Secteur parmi les plus structurés de l'agriculture sénégalaise, la filière maïs mobilise ainsi l'ensemble de ses acteurs pour renforcer la souveraineté alimentaire, une ambition nationale qui prend racine ici, sur les terres fertiles de Tambacounda. Une initiative qui entre dans le cadre du renforcement de la coopération décentralisée. L'ambassadeur de l'Indonésie au Sénégal a effectué une visite de travail à Latmingué dans le département de Kaolack. Sur place, différents axes de coopération ont été définis. Éducation, agriculture, environnement, gestion des ressources naturelles. Des projets prioritaires de la commune de Latmingué. Salut Sec. Dans ses échanges avec l'ambassadeur de l'Indonésie au Sénégal, le maire de Latmingué revient sur ses projets prioritaires. Au premier plan, l'agriculture, un secteur qui devrait bénéficier d'un appui considérable pour son développement. Comment renforcer les capacités des acteurs en termes de connaissances? Comment doter la commune de semences de qualité pour la production? Comment aider à transformer localement ces productions? Comment faire de l'agriculture un business pour la jeunesse et pour l'autonomisation des femmes? Autre axe de coopération, l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Parce que nous, on veut bâtir une commune verte, résiliente et porteuse de développement durable. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ménage l'environnement, il faut qu'on sensibilise et qu'on forme nos populations pour que notre environnement de production soit bon. À cela s'ajoute l'éducation, la religion, l'aquaculture, entre autres, des secteurs très développés en Indonésie. Je suis très satisfait de la visite. Ma mission était de renforcer la coopération entre l'Indonésie et le Sénégal. Je vois que les priorités définies par la municipalité de Latmingué sont en parfaite phase avec mes orientations. Nous allons renforcer la coopération décentralisée en collectivité territoriale. Durant cette rencontre avec l'équipe municipale, d'autres préoccupations ont été présentées. Pour le suivi, un point focal est désigné au niveau de l'ambassade de l'Indonésie pour une bonne mise en œuvre de cette coopération. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, vous retrouverez Claire Diop pour l'édition en Wolof. Merci de votre fidélité à nos programmes. Très bel après-midi à tous et à demain.